C'est ce qui donc survient dans le quotidien. Aujourd'hui, il y a l'affaire de Monsieur Sénat qui est en garde à vue. Et on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'entrelacs un peu obscurs autour du fils de Monsieur Chalandon, sur des fonctionnements du gouvernement et du garde des Sceaux. Ça, c'est le plat chaud, entre guillemets. Oui. Ça veut dire, mais avec une très forte exigence, parce que on va pas faire de la critique systématique. On va essayer de comprendre et de dire ce que nous en pensons. Par exemple, sur les retraites, nous pensons qu'il faut réformer. Mais nous pensons qu'il faut être juste. Ça, c'est pas un plat chaud. Ça, voilà. Ouais. Et puis, les plats froids, entre guillemets, c'est imaginer, en ce qui concerne, par exemple, le domaine dont on m'a confié la responsabilité, c'est d'imaginer, avec une constellation de gens autour de moi, qui ne seront pas nécessairement d'ailleurs du MoDem, je ne cherche pas ça, d'imaginer une autre organisation, une autre vision du service public de la justice. Et c'est fondamental parce que c'est régalien. Et que la justice, c'est la séparation des pouvoirs. Et que, au point où en est notre démocratie complètement brinque-ballée, complètement abîmée. Avec des lois d'impulsion permanentes. Voilà. On est du jour au lendemain. Et quand ça marche pas, la plupart du temps, on nous répond financement. Alors oui, il y a des problèmes de moyens humains et de moyens budgétaires. Mais il y a aussi une espèce de dysfonctionnement à travers cette fuite en avant perpétuelle depuis une décennie. Nathalie Griesbeck, qu'y a-t-il à la carte, justement, du repas que prépare Nathalie Griesbeck dans son domaine? Là, dans les plats chauds ou les plats froids? Alors, commençons par les plats froids. Pour les plats froids, il y a l'organisation du service public de la justice. Et donc, j'ai commencé à rassembler cet aréopage un peu autour de moi. On peut avoir des noms de gens qui travaillent avec vous ou qui vont travailler avec vous? Il y aura sans doute des gens du monde de la magistrature, des membres des syndicats. Par ailleurs, moi, je suis un petit peu juriste et donc, depuis longtemps, je connais beaucoup de gens, mais avec lesquels j'échangerai. Je ne vais pas faire du copier-coller. On n'a pas besoin de moi pour faire du copier-coller. Une envie ou une idée. Vous êtes intervenu assez fortement lors de la réforme de la carte judiciaire. Absolument. Sur un certain nombre de choses par rapport au droit local. Enfin, vous avez vraiment des points de vue. Alors, quelle est votre approche pour l'instant de ce que doit être cette justice ou l'organisation de la justice en France? Eh bien, une organisation qui ne souffre pas justement de réformes à tout bout de champ en fonction de l'actualité, fût-elle passionnelle, ça arrive. Une organisation qui permette d'organiser l'indépendance vraie de la justice, une restauration de l'image du juge, parce que si, puisqu'on prend ce service public de la justice, s'il est lui aussi écorné, c'est parce que il apparaît que nos concitoyens ont peur du juge. Et donc, il peut être maltraité, il ne fera pas descendre des gens dans la rue. Cela dit, pour la réorganisation de la carte judiciaire, si je comprends parfaitement la nécessité de réorganiser la carte judiciaire, je souhaite qu'elle soit faite et qu'elle soit frappée au sceau du bon sens. Et donc, on tienne compte de la nature des flux eux-mêmes, de ce qui est fondamental dans la justice, de la proximité. Ça semble être l'évidence. Il n'y a jamais personne n'a réformé. Vous savez, le bon sens, c'est que ne parlez pas en même temps, ne parlez pas ensemble, l'un après l'autre. Et je reste comme une sentinelle par rapport à la cour d'appel. Et parfois, d'un air condescendant, ceux qui nous gouvernent depuis Paris essaient d'expliquer l'existence de la cour d'appel de Metz exclusivement par l'histoire de notre ville. Comme j'ai entendu hier le représentant de l'État expliquer que nous pleurnichions sur la restructuration militaire parce que nous serions frappés d'une espèce de nostalgie de notre histoire. Ça n'est pas seulement ça. C'est sur la restructuration militaire, c'est ce que ça représente comme brassage de population, comme vie dans nos agglomérations et comme facteur économique et d'emploi dans notre région. On va y revenir. Je ne suis pas nostalgique. D'accord. Je veux qu'on s'inscrive dans réaliste, notre... Nathalie Griesbeck, vous nous avez parlé des plats froids, parlez-nous des plats chauds sur lesquels vous travaillez dans votre domaine ou sur lesquels vous comptez travailler, parce que on le sait, c'est tout neuf, ce Shadow Cabinet. Votre titre également est tout neuf. Vous avez quand même déjà des idées, des envies. Sur les plats chauds, il y a des grands principes. L'indépendance de la justice, les moyens humains, le dialogue avec ceux qui rendent la justice au nom de notre pays. Il faut utiliser cette matière intellectuelle. Il faut
pas les brimer ou les mépriser comme c'est le cas. Pour ça, il faut donc travailler avec eux. À l'université de Gien, j'ai eu la grande chance de débattre beaucoup avec Éric de Montgolfier pour qu'il y ait toujours un débat avec Maître Tedjen. Lui, c'est un grand avocat et le fils de son père qui était un très grand juriste et qui était ministre également. Et donc, il faut écouter et ensuite prendre ses responsabilités et donc le faire sur tous les sujets aussi du quotidien. J'avais aujourd'hui une partie de mon équipe avec laquelle j'ai évoqué cette affaire Chalandon. Il y a l'affaire du procès Clearstream. Il y a l'affaire qui alors est très à cheval avec l'Union européenne sur l'ouverture de la procédure en manquement contre notre pays pour non-respect, non pas de la directive seulement sur les discriminations, c'est-à-dire sur la non-discrimination, mais pour manquement à la libre circulation des personnes. Ça, c'est du droit pur, mais qui a évidemment des conséquences très concrètes sur nos concitoyens et sur l'organisation de notre justice. Jean-Pierre, encore une question sur ce sujet. Toute petite question, enfin une toute petite réponse aussi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de nos 2 derniers gardes des Sceaux ? Vous mettez dans les derniers gardes des Sceaux Madame Rachida Dati et Madame Alliot-Marie, ou vous avez déjà... Les deux. Non, les deux. Ces deux personnalités vous en côtoyez une d'ailleurs. Très différentes. Cela étant, est-ce que c'est la faute à Sarkozy si nos gardes des Sceaux ont eu l'air d'incarner moins peut-être je pense que ce sont justice. 2 personnalités très très différentes. Et si je devais exprimer une préférence, mais je n'ai pas de préférence à avoir, ils sont nommés par le chef de l'exécutif, je préférerais l'actuel. C'est pas très difficile. Notre invitée ce soir, Nathalie Griesbeck, députée européenne, conseillère générale du canton de Metz 3 et présidente de Modem Moselle. C'est à la députée européenne que je m'adresse. Comment se porte l'Europe en quelques mots en ce mois de septembre, en ce mois d'octobre même, devrais-je dire, puisque nous sommes le 1er. L'Europe avance, mais il y a de nombreuses difficultés dans beaucoup d'États. Vu des États, c'est compliqué. En ce qui me concerne, moi, au Parlement européen, je continue d'avancer. Je crois fermement que le salut de la France passe par l'espace européen et que quand on est 1% de la population du monde, on ne peut absolument pas répondre seul aux questions qui se posent. Changement climatique, défis énergétiques, politique de migration, politique d'asile, libre circulation et surtout harmonisation pour lutter contre le dumping social entre tous les citoyens européens. Donc je crois à l'Europe, je continue de la construire, mais l'image de la France est très très fortement dégradée depuis les événements de cet été. Jean-Pierre Gingère. Il n'y a peut-être pas que l'image de la France. Qu'est-ce que vous pensez que la montée des nationalismes en Europe qu'on a constaté dans un certain nombre de pays nordiques notamment est une menace pour l'Europe ? Ça n'est pas une menace en tant que telle, c'est une très forte interrogation, notamment avec ce qui s'est passé en Suède, qui est un pays où la gouvernance économique est plutôt très bonne, où il y a un taux de chômage très bas. Jusqu'à présent, on faisait une corrélation entre le vote aux extrêmes, l'extrême droite, avec la crise et les difficultés sociales et économiques des gens. Avec l'exemple de la Suède, c'est beaucoup plus complexe. Ça signifie qu'il y a des mouvements de fond dans l'espace européen liés à peut-être un mal-être. Et ça, on les sent, on peut faire quelque chose ? Alors, on en parle beaucoup entre tous les collègues donc des différentes nationalités. On peut essayer de pousser les feux sur le fait que si l'Europe avance plus vite, notamment dans le champ social, vers une harmonisation et vers un abandon des États qui essaient tout le temps de récupérer. Oui, il faut avancer. Il faut les faire avancer. Au contraire, oui, il faut surtout pas freiner, mais c'est difficile. Et on le voit dans les sondages d'opinion, les gens deviennent très fortement eurosceptiques, même dans notre région. On devient frileux. Où les gens... mais en même temps, dans le même sondage, ils répondent, c'est l'Europe qui pourra apporter des réponses. Donc, à nous de travailler ces interrogations, et pour ma part, personnellement, politiquement, de pousser les feux pour aller plus vite vers une harmonisation sociale et politique de l'Union. Autre terrain de grogne, c'est les relations entre la France et le Luxembourg. Un certain nombre de propos et de ministres et d'élus français par rapport au Luxembourg. Qu'est-ce que vous en pensez ? Premièrement, à chaud, il faut absolument apaiser extrêmement vite cette polémique de bac à sable des deux côtés. Il faut absolument cicatriser ça très très vite, car la France ne peut pas avoir cette attitude. Madame Reding s'est emportée parce qu'elle a eu le sentiment qu'on lui avait menti, ce qui était vrai quand elle a vu la circulaire du 5 août. Elle a peut-être donc laissé des propos aller trop loin, mais sur le fond, juridiquement, elle avait raison.
Apaisons très très vite et faisons tout. Moi, j'ai vu Michel Barnier la semaine dernière, avec lequel je m'entends très bien et qui est un commissaire d'une stature pas seulement européenne, mais qui est d'une vraie stature politique au sens d'une autre façon de faire de la politique. Je lui ai aussi livré mon message d'expliquer à ses amis de ceux qui nous gouvernent d'arrêter d'être iconoclaste, car c'est pas la France, là. Et aujourd'hui, les dégâts sont encore très importants. Quelles pourraient être les conséquences ? Vous avez vu avec Angela Merkel, qui a démenti Griesbeck. dans l'heure ce qu'on lui prêtait comme propos. Mensonge, il faut dire la vérité et avancer. Nathalie Griesbeck, je répète ma question. Quelles pourraient être les conséquences pour la France, selon vous ? Bien, c'est d'arriver quasiment déshabillé pour présider le G20. Comment voulez-vous que la France, qui va avoir cette responsabilité, puisse travailler intelligemment avec des gens qu'elle aura éventuellement baffés, entre guillemets, sur toutes sortes de sujets, avec en plus une arrogance qui nous est habituelle, qu'on devrait essayer de faire disparaître. Est-ce que vous pensez que la façon dont Sarkozy avait conduit sa présidence européenne et ensuite un peu la gestion du début de la crise, tout ça, ce bonus-là, est effacé et oublié ? J'espère que non. J'espère que non, mais il faudra vraiment faire, pas profil bas, mais comprendre que l'Union européenne, c'est 1,5 milliard de citoyens, ça n'est pas 63 millions. Il faut une intelligence européenne. Absolument. Mais c'est pas seulement faire plaisir à nos amis européens, c'est réussir à nous sortir de la bouise. Pour nous, les Français. C'est aussi, au fond, une forme d'égoïsme, si je m'explique bien. Oui, notre salut passe par ça. Absolument. Nathalie Griesbeck, on va vous faire quitter votre casquette de députée européenne pour revenir plus sur le local. On le sait, vous êtes conseillère générale. Jean-Pierre Jagère avait très envie de vous interroger sur ce qui se passe dans notre bonne ville de Metz. Oui, notre bonne ville et notre département. Hier, donc, l'intervention du préfet devant le Conseil général pour faire le point par rapport à la situation économique, à la réforme de l'État, enfin toute une série de choses. Quel est votre sentiment sur la Moselle aujourd'hui? Et ensuite, politiquement, comment se présentent les prochaines élections cantonales? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un risque de basculement? Alors tout d'abord, je ne quitte pas ma casquette d'élue européenne. Je suis globale et donc en étant ici, je suis les pieds dans la ville que j'aime, sur le terreau que j'aime, et j'ai une conception européenne. C'est pas du tout antinomique. Par rapport au débat d'hier, il est très très important parce que le contexte de la politique départementale de notre Moselle est évidemment conditionné plus que jamais par la position que la France va adopter dans son budget. Or, on annonce un gel des dotations aux collectivités locales. J'ai regardé les chiffres ce matin. L'année dernière, on avait 73 milliards pour l'ensemble des collectivités locales. Le budget de la nation française, tel qu'il est présenté aujourd'hui, prévoit sur ce poste-là 43 milliards. Donc, je vous dis pas, il va falloir définir nos priorités et ce qui correspond aux priorités de nos concitoyens. On n'est pas là pour se faire simplement Moselle, plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça va avoir des répercussions en Moselle. Oui, mais et j'ai reposé cette question donc, il y aura aujourd'hui. des choix. Oui. Donc, le cœur de la compétence du département en France, c'est l'action sociale, le RSA, l'aide, l'accompagnement aux personnes et donc tout le volet politiques, social. Tout le volet social. Donc, il va falloir se battre, réussir à défendre notre département comme un département important qui a besoin au moins de préserver ses moyens. Qui doit rester à droite, donc, priorisons. Alors, on a 2 minutes en tout. Sur oui, non, est-ce que vous feriez la bascule pour le faire passer à gauche? Il y a 26 cantons, mais moi je ne suis pas de droite et pas de gauche. Et chaque fois que je me suis présentée aux élections cantonales, et ça fait déjà un certain temps, puisque je suis quasiment la plus longue en durée de mandat de conseiller général, eh bien j'ai toujours eu un candidat de droite contre moi et un candidat de gauche. Donc nous aurons à dire des choses. De Jean-Marie Roche à l'époque. Moi j'ai très bien travaillé tout un temps avec Jean-Marie Roche, passionnant, et j'ai appris beaucoup de choses. Vous n'êtes pas politicienne pour le département. Il y a 26 cantons à renouveler. Nous aurons des choses à dire et j'écoute et je tiens la place qui est la mienne par rapport à mon canton. Dernière question par rapport à Jean-Marie Roche, le rapport de la Chambre régionale des comptes qui considère que la gestion était archaïque. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, moi, quand j'ai quitté la municipalité en 2004, après avoir été en charge des finances et du développement économique, la situation était très saine. Et donc, je n'ai pas
là, le maire actuel m'a envoyé ce matin le rapport de la Chambre régionale des comptes, que j'aurais pu obtenir directement, mais il a eu l'envie de me l'envoyer. Je vais donc le travailler. Je pense qu'il y a à boire et à manger, que Jean-Marie Roche a été un très grand maire. Il a fait de très grandes choses dans cette ville. Peut-être a-t-il pas su faire sa sortie. Peut-être s'est-il laissé entourer de gens qui ont peut-être fait des erreurs. Je regarderai. Mais au global, et c'est ce qui est à retenir, il a essayé de hisser notre ville, en tous les cas pendant tout le temps où il était en responsabilité active, vers le haut et dans un esprit transfrontalier. Ce qui n'est pas vraiment le cas non plus aujourd'hui.